Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureux de vous retrouver toujours en si grand nombre pour la première de la saison. À chaque rentrée, c'est la même question qui revient: comment renouveler mon calendrier de contenus médias sociaux? C'est Francis Jette, qui est consultant en stratégie de contenu numérique et médias sociaux, qui va vous dévoiler les tendances et les nouveautés des algorithmes, ainsi que les stratégies pour adapter votre calendrier de contenu médias sociaux. Bonjour Francis. Salut Isabelle, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très bien, vraiment content ce midi de jaser des tendances, des changements, des nouveautés du côté des médias sociaux. Puis vraiment content d'avoir autant de gens avec nous ce midi. On est plus de 230 personnes là, qui vont être là ce midi. Fait que j'ai vraiment hâte de lire vos questions, vos réactions à la présentation que je vais dévoiler dans quelques instants. Oui, alors je te présente un peu, Francis. Tu accompagnes les pros du marketing, des communications et des médias sociaux pour atteindre leur objectif d'affaires, donc à l'aide de la création de contenus médias sociaux, la publicité numérique, les live streams, puis les podcasts. D'ailleurs, tu réalises et animes le podcast Le Social Show, donc qui met de l'avant les coulisses des créateurs de contenus numériques. Tu pourras nous en parler tout à l'heure si tu le souhaites. Oui, le Social Show qui va reprendre son envol dans quelques semaines bientôt. On va avoir la chance de jaser avec plein de créateurs de contenu et plein d'experts en lien avec le marketing numérique et la création de contenu. Comme tu l'as mentionné, je fais de l'accompagnement stratégique, mais aussi, évidemment, j'offre plein de formations avec Isarta. Là, j'ai perdu le compte là, parce que j'en donne tellement de formations avec Isarta, mais en gros, j'en ai une en lien avec chacune des différentes plateformes médias sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Donc, tant du côté organique que publicitaire. Puis aujourd'hui, ce qu'on va jaser, c'est vraiment les grandes tendances, les grands changements des algorithmes médias sociaux. Donc, un petit teaser de ce dans quoi on va plonger à l'intérieur des différentes formations que je vais offrir dans les prochaines semaines chez Isarta. Oui, d'ailleurs, puis on va vous mettre le lien pour toutes tes formations, puis ça va être facile aussi parce que vous allez recevoir un courriel avec toutes tes formations pour vous inscrire. Ça va être plus facile. Alors, avant de commencer, je vous invite à activer votre chat parce que, comme vous disait Francis, c'est très interactif. On veut avoir vos commentaires, on veut que vous parliez aussi entre vous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Également, vous allez avoir des sondages. Donc, il faudra en fin de compte cliquer sur le bouton bleu voter. Je vais vous expliquer tout ça juste avant le sondage. Peut-être me le rappeler, Francis, si j'oublie également, parce que ça se peut, des fois, je l'oublie. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Francis, qui va vous dévoiler comment renouveler son calendrier de contenu médias sociaux pour la rentrée. Merci Isabelle. Donc, ce midi, on va débuter ça avec quelques petits sondages. Mais avant ça, je serais curieux de vous lire. Je suis curieux de savoir dans tous les gens qui sont présents ce midi, qui a déjà suivi une formation avec moi chez Isarta. Donc, je suis curieux de voir s'il y a des gens que je connais déjà. Je reconnais des noms, mais j'aime toujours voir qui est là avec nous. Donc, c'est cool. Je suis content de revoir des gens qui ont déjà suivi des formations avec moi. Merci de continuer d'encourager nos contenus. Donc, comme on l'a mentionné, renouveler son calendrier de contenu, là, je sais que c'est beaucoup de travail, on se met beaucoup de pression. Puis, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime beaucoup combattre les idées préconçues. Je sais qu'on se met vraiment beaucoup de pression par rapport à mon calendrier de contenu, faut que ce soit planifié vraiment d'avance, etc. Donc, on va commencer ça avec des petites questions quiz. Donc, première question quiz que j'ai pour vous. À quelle fréquence est-ce que présentement vous renouvelez votre calendrier de contenu? Alors, je vais lancer le premier sondage, justement. OK. Donc, je vais juste l'envoyer. Est-ce qu'on le voit bien?
Là, de mon côté, moi, je le vois pas. Mais... Ah, là, voilà. Parfait. Donc, je vous explique. Pour répondre au sondage, il faut cliquer sur le bouton bleu qui se trouve dans le chat. Juste pas répondre dans le chat, mais vraiment cliquer sur une des réponses. Donc, je te laisse lire la question. Oui, donc à quelle fréquence renouvelles-tu ton calendrier de contenu? Est-ce que c'est une fois par année, une fois tous les 6 mois, une fois par mois? Jamais parce que tu manques de temps et tu es tout le temps dans la machine. Ouais, Isabelle, on dit qu'il y a des bugs, fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le sondage. Je sais pas. Ah oui, effectivement. Donc, juste répondre dans le chat parce que là, il y a eu un petit bug. Désolé. Ouais, répondons dans le chat. Là, je vais mettre au-dessus du super question que est mon visage. Ouais, donc allez-y directement par le chat. Donc, à quelle fréquence est-ce que vous renouvelez votre calendrier de contenu présentement? Réponse jamais. À peu près tous les 6 mois, une fois par mois. Jamais, jamais, jamais. Ouais, c'est ça, hein? Je sais que c'est un défi, hein? Puis la raison pourquoi on adresse ce sujet-là aujourd'hui, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement un sujet, puis on le voit ici, là, que pour la majorité des gens, c'est dur de prendre le temps, puis on se met vraiment beaucoup de pression à lancer notre calendrier de contenu. Donc, on va jaser de ça aujourd'hui par rapport à ces best practices-là. Mais il y a Viviane qui va de manière hebdomadaire. Wow, Viviane, on serait curieux d'en savoir plus sur ton workflow pour savoir comment tu es capable de faire ça. Donc, prochaine question quiz. À quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire un audit de notre contenu? Hein, fait que, tu sais, avant de renouveler, avant de modifier, avant d'adapter notre calendrier de contenu, hein, on veut savoir à quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire un audit de nos contenus. Est-ce que c'est à chaque semaine, chaque mois, tous les trimestres, toutes les années? Sarah Juliette avec chaque fin de saison, à tous les trimestres, au trimestre. Ouais, les trimestres, c'est une bonne réponse à chaque semaine. Donc, tu sais, en réalité, ici, il n'y a pas vraiment, tu sais, de meilleure réponse. La fréquence devrait varier vraiment selon votre capacité en termes de temps, puis aussi votre fréquence, puis votre récurrence. C'est sûr que si on publie 4 à 5 contenus par jour, ben c'est sûr que là, on devrait s'assurer de faire un audit beaucoup plus rapidement, hein, que d'attendre à la fin du mois. Donc, on serait peut-être plus à chaque semaine. Si on publie une fois par semaine, ben c'est sûr que tu peux pas perdre ton temps à chaque semaine d'analyser tes stats parce que t'as pas grand-chose à analyser. Moi, personnellement, j'analyse tout le temps un peu mon contenu comme une fois à chaque publication pour comprendre, OK, cette publication-là, de manière spécifique, pourquoi elle a fonctionné ou pas. Mais quand on est en mode plus audit global de notre stratégie de contenu, ben là, c'est là qu'on la fréquence et la récurrence de vos contenus va avoir un gros impact là-dessus. Parlant de fréquence, prochaine question. Donc, question quiz. Comment devrais-tu adapter ton calendrier de contenu après un audit? Hein? Fait que ça, c'est la prochaine question quiz. Est-ce qu'on dit ajouter plus de contenu, réorganiser le calendrier, supprimer des publications, ou il y en a qui doivent rien changer parfois? C'est quoi vous faites, vous, quand vous adaptez votre calendrier de contenu après un audit? C'est quoi l'étape que vous faites? Je suis curieux de vous lire là-dessus. Donc là, je pense que les boutons fonctionnent. Oui. Je laisse un petit 5 secondes, là, le temps que tout le monde réponde. Donc, adapter notre calendrier de contenu, hein, ben, il y a différentes actions qu'on peut prendre. Mais pour moi, la plus importante, c'est la troisième. Donc, supprimer la majorité des contenus qui performent pas bien. Hein, donc, ça, là, c'est le plus important. Donc oui, on veut réorganiser, ajouter plus de publications. Je sais que ça, c'est un challenge, hein, c'est un défi que la majorité des entreprises essaient de relever. Mais vous allez voir aujourd'hui qu'on va peut-être changer d'idée par rapport au fait d'ajouter plus de publications. C'est pas nécessairement ça qu'on veut.
on veut peut-être remplacer, recycler, revaloriser. C'est tous des termes qu'on va aller explorer un peu plus tard dans la présentation. Puis, dernière question quiz pour vous. Qu'est-ce qui impacte le plus les performances de nos contenus dans notre création de contenu? Donc ça, c'est la dernière question quiz que je fais ce midi, là, qui était un petit quiz qui était pour nous laisser le temps que tous les gens puissent se joindre à nous avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, on peut y aller avec le sondage. Qu'est-ce qui impacte le plus les performances de nos contenus? Je laisse encore un petit 5 secondes. Oui, Sophie qui pose la question. Si on supprime des publications, ne risque-t-on pas d'avoir l'air de vouloir effacer certaines choses? Quand on dit supprimer des publications, c'est pas supprimer des publications passées, mais c'est plus de retirer des publications de notre calendrier de contenu pour le futur. Donc, ce qui a moins fonctionné. Donc, on n'est pas en train de parler de OK, on supprime du contenu de qu'est-ce qui a été publié directement dans le fil d'actualité en tant que tel. C'est plus comme dans notre planification du calendrier de contenu dans le futur. Ouais, les publications avec des liens externes qui performent moins bien, ça c'est un sujet qu'on va adresser ce midi. Les modifications au contenu. Je pense que le sondage n'est pas apparu, Isabelle, ça se peut-tu? Oui, je pense parce que les gens ont répondu. Est-ce que toi tu le vois? Je peux t'indiquer. Non, ok. Alors le sujet 37%, le format 31%, la fréquence 11% et le ton 20%. Ouais, ben on voit que c'est une petite question piège, évidemment. Il y en a tout le temps. Donc, tout ça peut impacter le contenu. Puis d'une publication à l'autre, ben on sait jamais. Hein. Des fois, ça va être le format qui va avoir le plus gros impact négatif sur la performance. Des fois, ça va être le ton. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de ces éléments-là, comment on va aller analyser tout ça. Mais voilà, donc une petite question piège, évidemment, pour finir. Donc, tous les éléments qu'on a nommés dans cette question-là ont un impact peuvent avoir un impact énorme sur le contenu. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va jaser rapidement des transformations d'algorithmes puis des nouveautés du côté des plateformes médias sociaux. Donc, on va lancer ça rapidement avec un sujet que j'aborde vraiment beaucoup depuis ce printemps. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Puis je pense que aujourd'hui c'était un bon moment de vraiment mettre l'emphase sur ce point-là. Donc, puis là, je parle dans ce slide-là de la TikTokisation des algorithmes, okay, qui est une réalité dans laquelle on vit présentement, mais il y a la TikTokisation des contenus aussi de manière plus globale qu'on va voir dans les prochaines slides que je vais adresser. Donc, avant l'arrivée de TikTok, la majorité des plateformes médias sociaux, c'était plus des réseaux sociaux, comme on dit, parce que l'algorithme était basé sur le social graph. Le social graph, c'est quoi? C'est la composition de nos abonnements sur la plateforme. Donc, c'est les amis, c'est la famille, c'est les comptes. Et l'algorithme, lui, disait comme, en fonction des pages auxquelles tu es abonné, tes amis, là, je vais te suggérer du contenu qui a de fortes chances d'être en lien avec tes intérêts. Pardon. Donc, ça, c'est de la manière que la majorité des plateformes médias sociaux géraient leurs algorithmes. Là, finalement, il y a TikTok qui est arrivé avec la fameuse For You page, qui est un fil d'actualité où est-ce que la majorité des contenus, c'est des contenus de recommandation qui sont basés sur l'algorithme et vos intérêts. OK? Donc, en d'autres mots, c'est que peu importe à qui tu es abonné sur la plateforme médias sociaux, peu importe les comptes auxquels tu es abonné, le contenu que tu vas voir passer, il va être en lien avec tes habitudes de consommation, puis les intérêts, puis le contenu tendance sur la plateforme à ce moment-là. Donc, on est passé du social graph au graph lié aux intérêts. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de comprendre parce que ça a un gros impact sur qui on rejoint avec nos médias sociaux. Puis là, vous allez voir que la prochaine slide, elle va peut-être en décourager certains. Peut-être qu'il y a d'autres gens que ça va les encourager parce qu'ils vont comprendre que ça n'a pas rapport avec la qualité du travail qu'ils font puis tous les efforts qu'ils essaient de mettre. Mais si présentement, depuis la dernière année, vous voyez vos statistiques sur Facebook descendre en chute libre, c'est à cause de
ce qu'on voit devant nos yeux. OK? Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui, depuis des années, un de leurs KPI numéro 1 sur les médias sociaux, c'est la quantité d'abonnés. On veut aller chercher plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus d'abonnés. Moi, ça fait des années que, ceux qui ont suivi mes formations, qui sont là aujourd'hui, ça fait des années que je dis qu'il faut arrêter de se concentrer sur les abonnés. Ben, là, Meta, avec ces statistiques qu'on voit à l'instant à l'écran, ben, le démontre à quel point tes abonnés n'ont pas de valeur pour toi. Okay? C'est de valeur à dire, mais tes abonnés ont de moins en moins de valeur sur les médias sociaux. Donc, c'est quoi le graphique qu'on voit présentement à l'écran? C'est, ça a sorti il y a pas longtemps, c'est les statistiques qui proviennent officiellement de Meta, qui démontrent la composition d'un fil d'actualité moyen sur Facebook. Et si on analyse ça, ben rapidement, la provenance numéro 1 des contenus, ça provient des amis, le partage d'amis. Fait que le contenu qui provient de la famille puis des amis prend encore de la place, sauf que ça, il y a de moins en moins de gens qui postent sur les médias sociaux. OK? Fait que là, ça, c'est un autre sujet. Puis en deuxième, qu'est-ce qu'on a? En deuxième, à 29,6%, c'est le contenu unconnected. Le contenu unconnected, c'est quoi? C'est le contenu qui provient des recommandations de l'intelligence artificielle. Donc, sur la slide d'avant, je vous parlais du Interest Graph. Donc, Facebook a gardé la portion Social Graph pour les amis puis la famille. Mais pour tout le restant du contenu, qu'est-ce qu'on vient mettre? On vient remplacer l'algorithme actuel par un algorithme qui est basé sur les intérêts et les habitudes de consommation. Ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, comme on le voit, on voit beaucoup passer de contenu qui provient de la famille, beaucoup de contenu qui provient des groupes Facebook à 15,4%. À 11,2%, ça, c'est Facebook qui dit, ça, c'est les autres. Fait que là-dedans, il y a les événements, puis il y a tout comme les bugs Facebook qui dit. Fait qu'il y a plus de bugs Facebook que de 0%. C'est quoi? C'est le contenu qui provient des pages auxquelles on est abonné. Donc, la moyenne présentement sur Facebook, c'est qu'un utilisateur moyen voit 0% dans son fil d'actualité de contenu qui provient de ces pages auxquelles il est abonné. OK? Donc, ceux qui gèrent des pages Facebook au quotidien, vous savez que c'est pas vrai parce que vous rejoignez quand même une portion de vos abonnés avec vos publications. Fait que c'est pas 0% concrètement. Ça va dépendre un peu des habitudes de consommation parce que ça, c'est la moyenne globale. Mais ça démontre à quel point, en 2024, sur Facebook, qu'est-ce qui est à prioriser? C'est le contenu qui provient de recommandations. Donc, ça, c'est des statistiques officielles de Facebook. Okay? Facebook met l'emphase sur les recommandations provenant de l'intelligence artificielle. Okay? Puis, ça, c'est important de comprendre parce que ça fait que dans notre stratégie de contenu, si on est tout le temps en train d'essayer de s'adresser à nos abonnés qui nous connaissent déjà, il y a de fortes chances que ce n'est même pas eux autres qu'on rejoigne avec notre contenu. Okay? Ça, j'en parle beaucoup dans la formation Facebook, renouveler sa stratégie de contenu sur Facebook en utilisant la suite Meta. On parle des solutions pour essayer de prendre avantage, justement. Fait que ça ne veut pas dire que Facebook est mort et qu'on arrête de publier, mais la clé, c'est comment créer du contenu pour se retrouver dans l'algorithme de recommandation. Okay? Du côté de Instagram, même affaire. On voit la plateforme qui est en train de changer complètement. Présentement, en 2024, c'est un contenu sur deux dans le fil d'actualité principal d'Instagram qui provient de recommandations de l'intelligence artificielle. Okay? Un contenu sur deux est de la recommandation. Donc, ça veut dire que à peu près 50% des publications qu'on voit seulement proviennent de nos abonnements sur Instagram. Puis, on le voit ici avec cette nouvelle transformation-là. Ça, c'est la plus grosse transformation qu'il y a eu depuis un petit bout sur Instagram, c'est qu'on a complètement changé les statistiques. Et à la place d'utiliser de la portée, donc un nombre d'utilisateurs atteints, la statistique prédominante va être des visionnements, des views. OK? Donc, c'est plus du reach. Le reach est disparu de la plateforme, puis on met l'emphase sur les views. Évidemment, ceux qui me suivent dans mon infolette sur les médias sociaux ou qui ont suivi mes formations, vous savez à quel point je parle de l'importance de créer du contenu vidéo. Puis là, Instagram change le reach pour des views. Mais les views, c'est pas juste pour ton contenu vidéo, ça va être pour tous tes contenus, que ce soit un contenu photo, que ce soit un carrousel, ta stats principale va être des views. Une des raisons pourquoi
on fait ça? Parce que Instagram, encore une fois, hein, on n'arrête pas de répéter. Si vous suivez le compte officiel de Adam Mosseri, le grand boss d'Instagram, il n'arrête pas de répéter, arrêtez de vous stresser avec la quantité d'abonnés. La stat la plus importante pour vos abonnés, c'est votre portée, votre reach. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important de comprendre. Donc Instagram, c'est ça qui nous dit. Parlant du boss d'Adam Mosseri, le voici, hein, il est là à l'écran présentement. Puis, une autre grosse transformation de l'algorithme. Hein, je sais que pendant longtemps, là, on a mis l'emphase sur les sauvegardes de contenu, on a mis l'emphase sur différentes statistiques, les commentaires qui sont extrêmement importants sur Instagram. Ben, la plus grosse nouveauté de cet été, à part le changement aux analyses statistiques, c'est le fait que un des métriques numéro 1 sur lesquels on va regarder, c'est le nombre de partages par views. Okay? Donc, à Instagram, pour propulser votre contenu dans l'algorithme, il va mettre vraiment l'emphase sur la quantité de partage. Okay? Donc, pour Instagram, un des éléments numéro 1, on parle vraiment beaucoup de l'importance de la messagerie privée. Hein? On développe plein de nouvelles fonctionnalités en lien avec la messagerie privée. Et donc, on dit, comme pour nous, un des métriques numéro 1 qu'on va analyser pour la viralité, c'est ce nombre de partages par visionnement. Okay? Donc, on doit créer du contenu relatable. On doit créer du contenu qui fait que nos abonnés ou les gens qui vont visionner le contenu vont partager ça avec leurs amis, leurs contacts. Okay? Donc, ça, c'est un des éléments clés pour maximiser la performance de nos contenus sur Instagram. Okay? La prochaine nouveauté, je l'inclus aussi dans les tendances. Okay? Fait que je savais pas où la mettre, là, j'hésitais. Fait que là, je l'ai mis entre les deux. Dans le fond, ça va faire le lien. Donc, ça, c'est vraiment les grosses nouveautés en lien avec les algorithmes médias sociaux. Évidemment, il y a plein d'autres nouveautés que j'adresse dans mes formations cet automne sur les fonctionnalités, sur les changements des algorithmes, etc. Mais ça, c'est vraiment les plus grosses choses, les plus importantes. On a juste 45 minutes ce midi, fait que j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. Donc, je serais curieux de voir vos réactions. Il y a Martine à date qui a réagi, mais je serais curieux de voir vos réactions dans le chat là, par rapport à ce qu'on vient de voir présentement. Prochaine tendance. Donc, il y a le fait qu'on vit dans un monde où les gens ne cliquent plus. OK? Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont développé une stratégie de contenu où est-ce qu'on mise vraiment sur, hey, on crée du contenu sur notre article, sur nos blogs, sur notre site web, on prend ce contenu-là, on le partage sur les médias sociaux. C'est un gros défi pour les gens, justement, qui disent, hey, mais moi, j'aimerais ça créer du contenu pour Instagram ou j'aimerais ça créer du contenu pour TikTok. Mais on n'a pas l'habitude de créer du contenu qui est natif aux plateformes. On a plus l'habitude de partager des liens sur Facebook, sur LinkedIn, etc., etc. Donc, on a des défis de ce côté-là. Puis, la tendance du zéro-clic est pas juste sur les médias sociaux. La tendance du zéro-clic, en passant, elle est sur Google aussi, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Google, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a souvent déjà la réponse, hein? On a des options de questions en lien avec ce qu'on recherche, puis on a les réponses directement sur Google sans même avoir besoin de cliquer sur des liens. Fait que le zéro-clic est non seulement une tendance sur les médias sociaux, mais c'est également une tendance sur Google. Puis le visuel qu'on a présentement à l'écran, à gauche, hein, on a les sources de trafic les plus importantes, les plus grands référenceurs vers les sites web. Okay? Donc, sans surprise, Google est le référenceur numéro 1. Puis regardez à quel point Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, hein, à quel point ils génèrent pratiquement pas de trafic vers les médias sociaux. Au cours depuis 2018, Facebook a référencé à peu près 50% de moins de contenu vers les sites web par rapport à ce qu'il faisait auparavant. Okay? Donc, d'un côté, c'est Google qui envoie le plus de clics vers les plateformes, mais regardez comment les plateformes médias sociaux génèrent pratiquement pas de trafic. Et de l'autre côté, le graphique qu'on voit, hein, là, il est petit là, quand même, mais ce qu'on a en bleu, la tarte de pointe qui est en bleu, qui est la plus grosse tarte de pointe qui représente à peu près 20%, ça, c'est le temps passé sur les médias sociaux. Okay? En rose, c'est le temps passé sur des sites de productivité. Okay? Puis en mauve, hein, la plus petite pointe de tarte, ça représente à peu près 10%. Ça, c'est le temps passé sur Google.
Fait qu'est-ce qu'on comprend de ce visuel-là? C'est que Google est la plateforme qui génère le plus de trafic, mais Google est une des plateformes qui est le moins utilisée. Les médias sociaux est une place où est-ce que les gens passent plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que même si les gens passent beaucoup de temps sur les médias sociaux, passent bien plus de temps sur les médias sociaux que sur Google, ben ça se transforme pas concrètement en clics et en trafic. Donc, on a tendance à jeter le blâme sur Facebook, dire « Ah, Facebook, LinkedIn, ils veulent rien savoir de générer du trafic, puis c'est eux autres qui bloquent le trafic », mais c'est pas ça. C'est les habitudes des utilisateurs, c'est les habitudes des consommateurs qui ont un gros impact sur cet aspect-là. Puis là, pour une raison que j'ignore, j'ai perdu l'accès au partage. Oui, t'arrives plus à passer. Je passer à la prochaine slide. Fait qu'en attendant, je vais te la passer. OK. Pendant ce temps-là, oui, Karine, désolé si on voit pas bien le tableau. J'essaie de bien l'expliquer. Donc, dans cette notion-là, on vient de le voir, là, LinkedIn qui génère pratiquement pas de trafic sur cette plateforme-là qui est en constante évolution. LinkedIn ne cesse de battre des records d'utilisateurs actifs, de battre des records d'engagement et malgré ça, on génère pratiquement aucun trafic. Ben, c'est pas prêt de changer, ok? Parce que depuis tantôt, je vous parle de la TikTokisation des plateformes médias sociaux. Ben, sur LinkedIn, un des plus gros changements qui s'en vient pour cet automne, c'est le fait qu'on a développé un fil d'actualité 100% vidéo à la TikTok. Okay? Donc, on le voit présentement à l'écran. Le premier visuel qu'on voit à gauche, c'est des recommandations de vidéos directement dans le fil d'actualité, pareil comme on peut le voir sur Facebook. Puis ce qu'on voit à droite, c'est à quoi ressemble l'interface utilisateur du contenu vidéo vertical plein écran sur LinkedIn. Okay? Donc ça, c'est actif présentement. Si vous êtes sur LinkedIn sur votre appareil mobile et que vous cliquez sur une vidéo, vous allez être transporté dans un nouveau fil d'actualité 100% vidéo, en vidéo verticale, en format TikTok, Reels, appelez ça comme vous voulez, mais on est rendu là sur LinkedIn. Donc, je sais que depuis des années, LinkedIn, le contenu vidéo est so-so, mais je vous le dis, avec mes extraits de podcast, dans les derniers 6 mois, j'ai vraiment vu un changement en termes de portée, en termes d'interaction et d'engagement. Le contenu vidéo prend de plus en plus de place sur toutes les plateformes, même LinkedIn. Donc, on peut aller à la prochaine slide. Isabelle, s'il vous plaît. Merci! Tantôt, on parlait de la tendance de 0 clic. Donc, d'un côté, on a la tendance 0 clic, puis on a le fait que les gens passent de moins en moins de temps sur Google. Mais en plus de ça, les gens ont développé les habitudes de rechercher directement sur les plateformes sociales. Okay? Ce qu'on appelle le social search. Ça, c'est une tendance qui est vraiment importante. Donc, il y a plein de gens qui travaillent très, très fort pour optimiser leur SEO sur leur site web. Puis, sur les médias sociaux, on pose du contenu puis on pense que notre caption doit être absolument le plus court possible pour générer de l'engagement, mais c'est de plus en plus faux. Okay? Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle le social search, donc les gens qui recherchent directement dans Instagram, directement dans TikTok pour trouver des contenus intéressants qui répondent à leurs questions. Donc là, on a un bel aperçu de à quel point l'engin de recherche de TikTok est fort. On a non seulement des suggestions quand on rentre des mots-clés, mais aussi on a les recherches les plus populaires qui apparaissent dans les résultats de recherche en même temps que les autres vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important donc en 2024, que quand on rédige un caption pour nos médias sociaux, on veut absolument intégrer l'aspect SEO. Puis tantôt, je vous ai parlé du Interest Graph. L'Interest Graph, lui, sur quoi il se base pour recommander votre contenu, vous pensez? Sur les mots-clés qui sont intégrés dans votre contenu. Les mots-clés qui sont non seulement intégrés dans la rédaction de votre contenu, mais aussi à l'aspect audio, à l'aspect visuel, dans vos visuels directement, l'analyse de l'algorithme, de l'intelligence artificielle est capable de reconnaître le texte que vous avez sur votre vidéo, les sous-titres, etc., etc. Donc, faut optimiser notre contenu médias sociaux pour le SEO, tant pour la recherche que pour la recommandation des algorithmes
liées à l'intelligence artificielle. Myriam qui pose la question là, sur les publications vidéo. Non, on n'est pas obligé de publier la vidéo sur LinkedIn à partir d'un appareil mobile pour que la vidéo apparaisse dans le fil d'actualité vidéo. C'est simplement de publier un contenu vidéo, de préférablement vertical pour qu'il se retrouve dans ce fil d'actualité-là. Évidemment, dans ma formation LinkedIn, on va parler de comment adapter notre stratégie de contenu avec l'arrivée de ce nouveau format de contenu vidéo-là, puis de toutes les autres best practices en lien avec la création de contenu LinkedIn. Donc, Social Search, qui est un outil vraiment important. Puis, si vous n'êtes pas encore convaincu, puis que vous pensez que Google demeure encore l'outil le plus important, ben sachez que Google, de plus en plus, dans ses résultats de recherche, il va venir incorporer des contenus vidéo provenant de TikTok, provenant d'Instagram et provenant de YouTube Shorts. OK? Fait même si vous pensez que ma clientèle cible ne vont pas vraiment rechercher sur Instagram puis sur TikTok, c'est très possible, mais sachez que Google lui-même va offrir beaucoup de réponses en format contenu vidéo vertical de plus en plus, surtout si la recherche se produit à partir d'un appareil mobile. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'appareil mobile, c'est pas mal l'engin qu'on utilise le plus souvent dans notre quotidien, à part quand on est assis pour travailler. Fait que c'est quand même un outil vraiment important. On peut y aller avec la prochaine slide d'Isabelle. Merci. Ça, c'est probablement, à mon avis, une des tendances qu'on sous-estime le plus présentement en lien avec les médias sociaux. OK? Quand j'ai commencé en 2018 à offrir des formations avec Sarta, une de mes slides, c'est que je disais aux entreprises de commencer à penser comme des médias. Hein? On est des créateurs de contenu. Ça nous prend un calendrier de publication qui est un peu comme sur une chaîne télé, hein, notre calendrier hebdomadaire de tous les contenus qu'on offre. Ben, ça, je disais ça en 2018. Maintenant, okay, moi, dans mes clients, j'ai entre autres des compagnies qui sont des médias traditionnels. Okay? Puis, à ces médias traditionnels-là, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, vous devez commencer à penser votre création de contenu comme si vous étiez des créateurs de contenu. Vous pourriez utiliser le terme influenceur. OK? Aux États-Unis, on utilise vraiment beaucoup le terme de creator economy, hein, l'économie des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, que ça inclut là-dedans les méga influenceurs, hein, ceux qui ont des centaines de milliers, des millions d'abonnés, mais ça inclut aussi toutes les autres, hein, les micro-influenceurs. Puis l'autre chose qu'on remarque, c'est que de plus en plus, les marques développent des influenceurs, développent des créateurs de contenu qui sont le visage de leur marque. On a deux beaux exemples québécois ici, avec Pizza Salvatore et Hydro-Québec. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'avant nos individus clés à l'intérieur de l'entreprise. OK? Donc, les brands sont rendus des influenceurs, sont rendus des créateurs de contenu. Faut développer ce réflexe-là. Puis à une époque où est-ce qu'on disait, sur les médias sociaux, c'est simple, tu as juste à créer du contenu qui est éducatif. Hein? Tu as juste à partager tes connaissances puis de la valeur. Mais là, on est rendu un peu à une autre étape des médias sociaux, c'est que les gens veulent être divertis de plus en plus. Plus que ton contenu il est corporate, plus que le ton il est sérieux, plus que ton contenu est trop léché, hein, ben moins ça va bien fonctionner. On veut des êtres humains devant la caméra, on veut du contenu à saveur authentique. Quand on parle de divertissement, je suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé d'être drôle. Je suis en train de vous dire que vous voulez trouver des manières de créer du contenu qui est unique, qui se démarque. OK? Puis là, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, on a plein de tendances, puis de l'autre côté, on se dit, faut surfer sur les tendances, mais il faut essayer de se démarquer. Mais c'est ça un peu le défi, c'est de trouver ce sweet spot-là, hein, en comment vous pouvez créer du contenu qui est unique, mais que les gens vont arrêter dessus. Donc ça, la clé, hein, tantôt je parlais de la TikTokisation des plateformes, mais il y a la TikTokisation des contenus. Puis qu'est-ce qu'on voit à l'écran hein, présentement? C'est du contenu qu'on voit sur Instagram. Je vous ai pas pris des screenshots sur TikTok, mais regardez à quel point on voit des êtres humains. On voit du contenu authentique qui est filmé avec un appareil mobile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument
intégrer dans notre création de contenu. Faut délaisser le plus possible les contenus qui ont un look and feel trop publicitaire, trop corporate pour se diriger vers les contenus plus authentiques. Les deux extraits de visuels que vous avez à l'écran, c'est deux visuels qui proviennent du compte Instagram des Olympiques, le compte officiel des Olympiques, même pas le petit compte de Paris 2024. Pourquoi je dis le petit compte? Parce que c'est sûr que quand tu pars avec 0 abonnés pour un compte, ben c'est plus dur, tu dois travailler fort pour aller chercher de la visibilité pour faire croître ton compte. Fait que c'est sûr que le compte de Paris 2024, pendant les Olympiques, ils ont travaillé très fort pour essayer d'aller chercher un maximum d'abonnés pour maximiser la visibilité de leur événement. Mais le compte des Olympiques, lui, il y a déjà des millions d'abonnés qui les suivent. Et malgré que c'est le plus gros événement planétaire, et malgré le fait que tout le monde les connaît et qu'ils ont déjà des millions d'abonnés, qu'est-ce qu'on a fait dans notre stratégie médias sociaux pour maximiser l'engagement puis aller essayer de rajeunir notre fanbase, aller rechercher des abonnés qui sont peut-être pas abonnés ou qui ne connaissent pas encore, qui sont pas abonnés au compte? Ben, on a développé des collaborations avec des créateurs de contenu qui ont déjà des fanbases et qui ont déjà des abonnements. Fait que si une marque aussi grosse que les Olympiques investissent et prennent le temps de développer des contenus de collaboration comme ça, pensez à quel point votre marque pourrait en bénéficier. OK? Donc, tantôt, je parlais d'adopter le mindset du créateur de contenu sur vos comptes avec vos ambassadeurs internes, que ce soit vos personnes clés, que ce soit le ou la gestionnaire de communauté à l'interne. Ça peut être une option. Mais l'autre option, parce que je sais, il y a plein d'entreprises, moi, avec lesquelles je collabore, puis que c'est un défi de mettre du monde de l'interne devant la caméra, les asseoir, puis les faire jaser. Fait que je sais que c'est tough. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ben l'option de collaborer avec des créateurs de contenu externes, qui ont un peu plus l'habitude d'être devant la caméra ou de créer du contenu vidéo, ben ça peut être une excellente solution pour vous. Puis quand je parle de créateurs, encore une fois, c'est pas obligé d'être des gens qui vous coûtent extrêmement cher. Ça peut être des gens qui ont juste une facilité à créer du contenu, qui n'ont pas nécessairement des dizaines puis des centaines de milliers d'abonnés, mais ça peut être des gens qui ont l'habitude de créer du contenu. Fait que ça, c'est une autre tendance qui est vraiment importante à considérer, les collaborations, puis trouver des manières de maximiser la visibilité de vos contenus avec des collaborations croisées. Fait que ça peut être des créateurs de contenu, mais ça peut être aussi d'autres entreprises avec lesquelles vous développez des partenariats, que ce soit des commanditaires, que ce soit des partenaires d'affaires ou quoi que ce soit. Essayez de trouver des manières de développer des collaborations comme ça pour maximiser votre visibilité croisée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant qu'on change de slide. Toutes les tendances qu'on vient de voir devraient se retrouver dans votre calendrier de contenu. OK? Puis pourquoi c'est important de renouveler son calendrier de contenu? Ben pour moi, là, c'est simple. OK? Parce que un des constats que je fais quand je fais de l'accompagnement stratégique avec différents clients, c'est que l'élément numéro 1 qui fait mal à leur stratégie de contenu et à leur performance, c'est le fait qu'on travaille bien, on a une belle récurrence, on a une belle des beaux piliers de contenu, les sujets sont bien travaillés, etc. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, nos contenus s'essoufflent avec le temps. Donc, sur la prochaine slide, je vais vous dévoiler un nouveau visuel que j'ai développé, puis c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas entendu souvent parler, mais c'est un concept que je suis en train d'essayer de développer et de faire connaître le plus possible. C'est le cycle de rétention puis d'engagement des audiences. OK? Vous êtes dans les premiers à voir ce contenu-là. Puis, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est vraiment cette courbe-là qu'on a en lien avec l'engagement de nos audiences. Donc, je sais que tout le monde parle de l'importance de publier, puis de publier, puis de publier sur les médias sociaux. Mais moi, ça fait des années que je vous dis que ça, c'est pas la clé. La clé, c'est pas de publier plus, c'est de publier mieux. Puis ici, cette courbe-là, ça démontre ça. Parce que plus que votre fréquence de contenu est élevée, plus que le content fatigue va arriver rapidement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Au point numéro 1, on a la courbe d'intérêt.
on découvre un nouveau compte, un nouveau créateur de contenu. Wow! Hey, ce contenu-là il est vraiment intéressant, ce sujet-là m'intéresse, etc., etc. Je m'abonne. Puis là, ce compte-là, il essaie de suivre les best practices qui pensent qu'ils sont vrais sur les médias sociaux. Puis là, il publie souvent. Hey, on a nos beaux templates tout brandés, on a nos piliers de contenu, puis là, à toutes les semaines, on a nos piliers de contenu qui reviennent, puis tout le kit, puis on essaie de publier 3, 4, 5 fois par semaine, bang, bang, bang. Qu'est-ce qui arrive? Rapidement, la loi de l'effet de l'usage fait qu'il y a un déclin progressif. Fait que là, je suis excité, puis à un moment donné, je suis comme, ouais, il publie souvent, ouais, encore ce contenu-là, encore ce contenu-là. Puis là, il y a le concept de l'habituation. Fait que là, tranquillement, pas vite, on s'habitue au contenu, donc on arrête de moins en moins souvent, on s'engage de moins en moins souvent, puis on revient à l'adaptation hédonique. Ça, c'est un stade où, c'est pareil comme le gâteau au chocolat. Hey, ton gâteau au chocolat, là, en début de semaine, là, quand tu ouvres le gâteau au chocolat, il est bon. Mais le vendredi, quand tu es encore dans tes restants de gâteau au chocolat, tu n'as plus le même intérêt pour ton gâteau au chocolat. Donc, l'adaptation hédonique, c'est pas juste en lien avec les médias sociaux, c'est vraiment en lien avec la personnalité humaine. C'est Donc ça, l'adaptation hédonique, c'est là qu'on voit vraiment l'effet de la perte d'intérêt, la perte d'engagement, ce qu'on appelle en marketing numérique le content fatigue. Ce content fatigue-là, il arrive vraiment rapidement, plus que vous avez des templates qui sont établis, qui se ressemblent souvent, plus que vous avez une récurrence, une fréquence élevée dans vos contenus. Okay? Donc, c'est là l'importance d'essayer de ramener l'effet de nouveauté pour qu'il y ait une reprise de l'intérêt. Ensuite de ça, on va essayer d'aller mixer nos contenus pour avoir un renforcement intermittent. Si tout notre contenu se ressemble tout le temps, ben là, tout de suite, on retombe. Fait que là, on va changer notre calendrier de contenu, puis on a tous nos mêmes piliers de contenu là, pour les 6 prochains mois. Ben là, même si on a des nouveaux piliers de contenu, ben après un bout, rapidement, l'adaptation hédonique va retomber. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver des manières de renforcer l'intérêt de manière intermittente en testant des trucs avec des éléments de surprise dans vos contenus. Puis finalement, ben, plus qu'on fait ça, plus qu'on est capable de réactiver puis de fidéliser nos audiences. Un des éléments qui est très, très difficile présentement pour la majorité des organisations parce qu'on se focus sur la quantité à la place d'essayer d'avoir un mindset de créateur de contenu puis d'essayer de créer du contenu qui est différent puis qui se démarque à la place de juste poster pour poster. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important de comprendre. Arrêtez de vous concentrer sur la fréquence. Pensez à créer une récurrence qui est optimale pour votre marque en lien avec vos différents objectifs d'affaires et pensez à comment vous pouvez combattre ce syndrome-là du content fatigue dans votre création de contenu. Fait que ça, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines slides avec comment renouveler. Donc, en résumé, la fréquence élevée puis la récurrence élevée des contenus va accélérer votre content fatigue. Prochaine slide. Donc, comment on fait ça, renouveler son calendrier de contenu? Petit framework que je vous dévoile aussi aujourd'hui. Pas une surprise pour vous autres ce midi, on ne l'avait pas annoncé, mais la méthode des 7 heures pour vous aider à repenser, à revoir votre calendrier, à le renouveler. Toutes des heures. Donc, comment on fait? Ben, la première chose la plus importante, évidemment, c'est de réfléchir aux projets et aux dates clés qui s'en viennent pour structurer votre calendrier de contenu. Puis dans votre calendrier de contenu, on a souvent tendance à penser aux publications. Mais dans l'aspect de réfléchir au projet, je n'ai pas marqué planifier, j'ai marqué réfléchir parce que on veut réfléchir pour chacun des projets. C'est quoi les idées de contenu qui vont avoir un impact pour vrai? Donc, c'est pas la quantité, c'est à quel point je suis capable de créer du contenu impactant qui se démarque. Donc, pour ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir. C'est quoi les projets? C'est quoi les dates clés? Puis, je vais structurer mon calendrier de contenu en priorisant les affaires importantes. Pas en tout le temps en laissant la machine à contenu travailler tout seul. Là. On fait pas de la saucisse. On est comme un resto où est-ce qu'on veut accueillir des gens avec tout le temps un petit menu de table d'hôte qui est modifié pour que les gens qui sont habitués de nous suivre se tannent pas. OK? Ensuite de ça, le deuxième, le plus important, puis j'ai failli le mettre en premier, mais ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois pas,
votre contenu s'essouffle, hein, le content fatigue s'installe sur ton contenu, ça fait 3-4 semaines que tu fais le même pilier de contenu, puis là, tu fais comme, ouais, les stats sont plus au rendez-vous, le premier, ça a bien fonctionné, puis là, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que ça, faut couper l'hémorragie rapidement, puis remplacer ces contenus-là qui sont sous-performants. Tantôt, on a dit supprimer, retirer, hein, mais on veut les remplacer. Ça veut pas dire que si c'est un objectif d'affaires qui est vraiment important, tu veux recruter pour un poste, tu veux faire la promotion d'un produit ou d'un service, ben, tu n'as pas le choix de poster sur ce sujet-là. Mais il faut que tu remplaces le comment. Hein? Ensuite, c'est en lien avec le prochain. Donc, comment on peut remplacer et renouveler notre contenu en testant des nouveaux formats, des nouveaux concepts. Faire les choses différemment. Ne pas avoir peur de tester des trucs. OK? Ensuite de ça, on va aller recycler les meilleurs contenus. Hey, l'année passée, on avait la même promotion, ou l'année passée, on a fait tel lancement de produit, là, on a un nouveau produit qu'on veut lancer, on a un nouvel événement. Qu'est-ce qu'on avait fait qui avait bien fonctionné? Hein? Il y a des choses qu'on peut recycler telles quelles. Si on a fait une belle vidéo recap d'un événement, ben peut-être ça, cette vidéo recap-là, c'est ça qu'on va recycler comme vidéo promotionnelle pour le prochain événement. Fait qu'il y a du recyclage qu'on peut faire, puis des fois, ben, on va pas recycler, on va revaloriser. Fait qu'on va repartir du contenu qu'on a déjà créé pour le transformer, adapter le format. Il y a une couple d'années, on a fait un article de blog qui avait été viral. Mais là, les articles de blog, je l'ai dit, le monde ne clique pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut-tu le transformer en carousel? On peut-tu le transformer en reel pour maximiser la performance du contenu en gardant le même contenu, mais juste en le revalorisant, en l'adaptant à ce que les algorithmes recherchent. Un point que il va à la fin, mais pour moi, c'est un des plus importants, c'est de repérer les tendances et se les approprier. OK? Quand je dis de repérer les tendances, vous n'êtes pas obligé de refaire la petite danse puis de reprendre la petite toune puis tout ça. C'est pas ça pour moi, repérer les tendances. Repérer les tendances, c'est les tendances que j'ai mentionnées un peu plus haut, qui sont plus high level que juste refaire une danse. Si tu refais la même danse que 10 autres personnes, puis là, je parle de danse, mais si tu refais exactement le même concept de contenu que 10 autres personnes avant, ben, c'est comme si tu refais une joke que tout le monde a déjà entendue. Hein? Le truc, c'est vraiment de se l'approprier à l'essence de notre marque. C'est ça qui va faire la grosse différence en tant que telle. C'est comme prendre une blague, hein, puis changer le punch. Donc, ça, c'est vraiment important de trouver c'est quoi les grandes tendances, puis comment on peut se les approprier en lien avec notre réalité, notre positionnement, puis notre branding. Puis finalement, en lien avec repérer les tendances, ben il y a la portion de réagir. Fait que dans notre calendrier de contenu, on a tendance à vouloir produire plein de contenu. Puis là, on est tellement occupé à fournir l'algorithme en création de contenu qu'on n'a pas le temps de réagir à des contenus qui sont soit d'actualité, qui sont tendances, hein, qui sont réactifs. Tu as une idée, mais là, tu es tellement occupé à produire tout ton restant. Fait que laissez de l'espace dans votre calendrier de contenu pour vous permettre de créer du contenu réactif. Il y a plein de gens qui se mettent beaucoup de pression à dire « Hey, il faut que tout mon contenu soit planifié pour les 6 prochains mois. » C'est pas vrai. Okay? Ton calendrier de contenu, là, le plus important, c'est d'avoir un overview de c'est quoi tes projets et les dates clés dans le trimestre à venir. Parce que si tu as des captations de contenu hein, pour créer ton contenu d'avance puis qu'il y a des moments clés qui se passent avant la date clé, bien, ça, il faut que tu aies un overview avant. Mais autrement, le restant de ton calendrier de contenu, ça peut être month over month. Okay? À tous les mois que tu reviens sur tes dates, tu essaies de regarder, OK, c'est quoi les tendances, y a des choses qu'on peut faire, c'est quoi dans l'actualité, oh, on vient de parler de ça, comment on peut réagir et créer du contenu en lien avec ça. Fait que ça, c'est la méthode des 7 heures. Je vous invite fortement à intégrer ça dans votre création de contenu. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de recycler du contenu. OK, ça, c'est un post que j'ai publié récemment sur LinkedIn pendant que j'étais en train de penser à ma formation d'aujourd'hui. Puis je sais que ça, c'est quelque chose que la majorité des gens ont peur. Hein? Récupérer, recycler du contenu. Hey, on est tellement submergé, inondé de contenu à tous les jours qu'il y a peu de chances que quelqu'un remarque que c'est le même contenu que tu as fait il y a 6 mois, il y a 3 mois même. OK? Donc, arrêtez de penser comme peut-être qu'il y a la même personne qui va le voir 2 fois. Pensez plutôt à tous les gens qui l'ont pas vu encore, ce contenu. OK?
Donc, j'espère que la formation vous a inspiré, puis que ça va vous permettre d'avoir des belles statistiques dans le prochain mois, quand vous allez prendre le temps d'analyser vos stats, faire un audit de votre calendrier de contenu. Puis je vous le dis, là, mettez-vous pas de la pression à créer votre contenu pour les 6 prochains mois. Puis pour optimiser encore plus votre calendrier de contenu, ben évidemment, on vient de partager le lien dans le chat, mais allez consulter les formations que j'offre. Donc, une formation, puis on a des ateliers aussi qui sont en promotion avec un code rabais Atelier 20. Donc, 2 ateliers que j'offre qui sont nouvelles au calendrier d'Isarta. Un atelier en lien avec la création de contenu vidéo, puis un atelier qui est en lien avec justement comment renouveler son calendrier de contenu de manière pratico-pratique. Fait que voilà, on a déjà parlé du podcast, puis on a fait un survol vraiment de la présentation. Puis pour une fois, je dépasse pas, là. Non, c'est parfait. Merci Francis. Donc, comme tu disais, il y a toutes tes formations dans le chat. Vous allez recevoir également un courriel aujourd'hui où on va vous lister toutes les formations de Francis. Donc, la prochaine, c'est le 18 septembre, stratégie des médias sociaux, mais il y en a plein d'autres. Il y a également les 2 nouveaux ateliers en présentiel à Montréal le 20 novembre sur le calendrier de contenu, comme tu as dit, et sur la création vidéo. On vous invite à vous y inscrire avec le code rabais 20% qui sera disponible jusqu'au 23 septembre. Vous l'aurez également dans le courriel. Alors, merci beaucoup Francis. Merci Isabelle pour cette belle opportunité. J'étais content de pouvoir dévoiler des nouveaux contenus clés que je vais partager dans les prochaines semaines dans mes formations. D'accord. Et puis, on vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère que ça a été enrichissant. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Midi Express. À bientôt et bonne fin de semaine.